Bonsoir à tous, bienvenue sur ce webinaire des vendanges du savoir, les vendanges en ligne. Bonsoir Thomas Labbé, merci d'être avec nous ce soir. Vous avez la possibilité en fin de webinaire ou au cours du webinaire de poser des questions et pour cela vous avez un module Q&R qui est situé en bas de la vidéo du conférencier. Grâce à ce module, vous pouvez poser des questions. Vous avez aussi un module discussion, mais c'est préférable d'utiliser le module questions-réponses parce que du coup, vous pouvez voir les questions qui ont déjà été posées, éventuellement mettre un pouce si vous souhaitez poser la même question. Et puis nous, ça nous permet de les traiter plus facilement. Voilà, on attend une centaine de personnes sur ce webinaire. Donc, merci et à tout à l'heure. Merci Inès pour cette présentation et je suis extrêmement contente d'accueillir aujourd'hui pour ces vendanges en ligne Thomas Labbé. Les vendanges en ligne, vous le savez, sont un cycle thématique qui a lieu de manière hebdomadaire pendant le mois de janvier, étant donné que la Cité du Vin ne nous accueille pas à ce moment-là pour les conférences habituelles. Et ces conférences en ligne, donc aujourd'hui, mardi prochain et le mardi suivant sont toutes liées par un thème fort qui est le climat, la vigne et le vin, regard croisé. Donc, nous avons aujourd'hui une conférence d'histoire. Thomas Labbé est un chercheur bourguignon qui nous vient de l'UMR Artétis et qui a beaucoup travaillé sur ces questions du lien entre la vigne et le climat. Il va nous en dire tout ce qui lui semble important, en tout cas ce soir, à partir d'une communication intitulée « Les bancs de vendange en Bourgogne, témoins des fluctuations du climat ». Thomas Labbé est également cofondateur d'un groupe de recherche d'études historiques qui s'appelle Paris et qui se destine à entreprendre des recherches pour le monde socio-professionnel, pour des interventions et des demandes ponctuelles. Donc, en fait, c'est aussi quelqu'un qui est à la croisée du monde socio-économique. Et je pense que c'est tout à fait intéressant qu'il nous apporte là son expertise. La semaine prochaine, vous aurez un autre intervenant avec un regard complètement différent, puisque ce sera l'œnologue Alexandre Ponce, chargé de recherche à l'ISVV de l'Université de Bordeaux et qui évoquera la Napa Valley, futur de Bordeaux, la typicité des vins à l'épreuve du changement climatique. Et enfin, le 24 janvier, Étienne Neffling, enseignant-chercheur en viticulture et œnologie à Angers, évoquera la diversité génétique de la vigne comme levier de résistance face au changement climatique. Donc, nous avons là 3 conférences pour 3 mardis de ce mois de janvier qui, je l'espère, vous apporteront beaucoup de satisfaction intellectuelle. Et comme vous l'a dit Inès Rabot en commençant cette séance, vous aurez toute possibilité de poser des questions par l'intermédiaire du module questions-réponses et je me chargerai soit de les regrouper, soit de les relayer à la fin de l'intervention de Thomas Labbé. Donc Thomas, si vous voulez, on peut commencer. Très bien. Je suppose qu'il s'agit de partager l'écran pour avoir le PowerPoint. Oui. Ouais. Alors, attendez, j'espère que ça va marcher. Vous me dites? Oui. Alors, très bien. Par contre, attendez, juste comment on fait pour modifier le PowerPoint, pour le faire... Pour le faire défiler, il faut aller, je pense, dans Diaporama et puis plein écran ou quelque chose comme ça. Attendez, parce que je viens de perdre le... Ah, ça commence bien. Attendez. Si je le bouge comme ça, non, vous n'allez rien voir du tout. on voit, parce qu'on est à l'écran, mais... Non, mais je viens... Je viens de perdre, vous savez, la fenêtre où je peux voir le... Ah, le partage d'écran. Oui. Alors...
Ah, ben, écoutez, je ne comprends pas. Bon, ça laisse le temps aux participants de se connecter. Je vois 83 spectateurs. Oui. Bon, c'est bien. Après, éventuellement, faire échappe pour sortir du grand écran pour avoir après les... Mais justement, j'essaye de récupérer le grand écran que j'ai complètement perdu. Reprendre le partage peut-être. Ouais, c'est que là, vous ne voyez pas votre propre écran. Non, pas du tout. Alors que nous, on le voit. Vous le voyez. Et si vous voyez défiler des choses? Ah là, non, c'est sur la première... on est sur la première... Ouais. Et là, ça défile. Là, c'est la deuxième. D'accord. Bon, bah, écoutez, on va faire comme ça. Excusez-moi pour ce petit problème qui est voilà, souvent dû aux aléas des connexions avec Zoom. Mais en tout cas, bonjour à tous et bonjour à toutes. Et je suis, merci aux organisateurs et à Stéphanie Lachaud en particulier pour la présentation et puis pour m'avoir invité aujourd'hui à parler avec vous d'un sujet sur lequel j'ai consacré quelques années de recherche. Et ce sujet, eh bien, c'est celui de l'évolution du banc de vendange en Bourgogne, comme vous pouvez le voir, et de l'analyse climatique qu'on peut faire de l'évolution des vendanges depuis le milieu du XIVe siècle jusqu'à nos jours. Alors, c'est un objet sur lequel je travaille depuis une dizaine d'années maintenant et qui a donné lieu à plusieurs publications. Alors, je vous mets sur cette image les différentes références auxquelles vous pouvez vous référer si vous voulez connaître plus de détails que ce que je vais pouvoir vous dire dans les 30 minutes qui me sont imparties. Donc, c'est un travail que j'ai mené avec mon collègue Fabien Gaveau, d'abord sur les archives de Dijon et sur les archives de Beaune. On a reconstitué une série pour chacune de ces villes. Et puis, ce travail est arrivé à une forme de maturité assez récemment avec la publication de ce dernier article en 2019 que j'ai eu la chance d'écrire avec cette fois-ci des spécialistes de la modélisation climatique, des spécialistes de modélisation statistique, des spécialistes aussi de la phénologie de la vigne et du vin. Et dans cet article, eh bien, on a reconstitué la plus longue série de bandes vendanges disponibles dans la littérature scientifique à l'heure actuelle. C'est donc la série de bandes vendanges de Beaune qui couvre sans lacune la période 1354 à 2019 à la date de parution de cet article, mais évidemment qui va jusqu'en 2020. Et donc, c'est de cette série et des différentes informations qu'elle fournit pour le climat de la France du Nord, en tout cas, dont je vais essayer de vous parler aujourd'hui. Excuse-moi Thomas, est-ce que tu peux un petit peu monter peut-être le son de ton ordinateur? Est-ce que ça c'est possible ou pas? Est-ce que ça Parce va qu'on mal? t'entend un peu loin. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ou alors je me rapproche de Ah, l'écran? parfait. C'est mieux, décidément. Non mais c'est pas grave, il n'y a aucun problème. Merci. Très bien, excusez-moi encore une fois. Donc, je reprends le fil de ma présentation. Cette série de bandes vendanges de Beaune, elle est importante parce que, comme je vous le disais, il s'agit donc de la plus longue série de ce type au monde et elle a fait l'objet d'une couverture médiatique d'ailleurs assez importante qui me vaut peut-être en partie l'honneur d'être parmi vous ce soir. Elle mêle, comme toutes les séries de bandes vendanges, deux objets qui sont intimement liés l'un avec l'autre, c'est-à-dire d'un côté la viticulture et de l'autre la problématique climatique, avec en point de mire la question de l'adaptation de la vigne au changement climatique, qui est une problématique évidemment, étant donné les enjeux qui sont derrière, qui intéressent beaucoup le secteur viticole dans toutes ses composantes, que ce soit la production ou d'ailleurs le secteur économique. Et si vous le voulez bien, on pourra peut-être finir sur cet aspect-là dans le temps de discussion qui fera suite à la présentation, si je dépasse pas trop le temps qui m'est imparti.
Mais avant de terminer la présentation sur cet aspect des choses, eh bien, je tiens à signaler que, avant toute chose, moi je suis historien, je suis médiéviste en particulier, et donc je vais aussi avoir à cœur d'aborder deux autres aspects qui me semblent tout aussi importants pour bien comprendre cette série de données. Donc, dans un premier temps, je vous parlerai de l'aspect archivistique de la constitution d'une série de 664 années, en évoquant les différentes archives qu'on a été amené à convoquer pour rassembler ces chiffres et puis pour faire des ponts entre les différentes époques, puisque vous vous doutez bien qu'on ne trouve pas les dates de vendange dans les mêmes archives lorsqu'on s'adresse au XVe siècle ou lorsqu'on s'adresse au XXe siècle. Et donc, il y a là tout un travail d'enquête historien qui est intéressant à regarder de près. Et puis, dans un second temps, je vous parlerai de l'intégration de cette série au sein d'une discipline qui, maintenant, commence à devenir importante avec les discussions sur le réchauffement climatique et qui s'appelle, d'après la belle expression trouvée par Emmanuel Leroy-Ladurie, qui est vraiment le pionnier de toute cette histoire-là et qui a contribué largement à démocratiser l'étude des bandes vendanges, eh bien, il a appelé ça la vendémiologie historique, c'est-à-dire donc la reconstitution du climat à partir de l'évolution annuelle des bandes vendanges. Alors, à la base de la méthode de la vendémiologie historique, vous le savez certainement, c'est une méthode qui est assez simple et intuitive. Elle part du fait que la somme des températures et des précipitations reçues par la vigne pendant la période végétative influence le cycle de la végétation. En grosso modo, des étés plutôt chauds et secs ont tendance à accélérer les maturités et à engendrer des vendanges plutôt précoces, et inversement pour les étés plutôt froids et humides. Alors bien sûr, il y a d'autres facteurs qui influencent la maturité du raisin, par exemple les températures hivernales précédant la récolte, au moment où le bois se forme, mais c'est un phénomène qu'on ne peut pas prendre véritablement en compte dans les analyses par la suite. Il y a aussi des phénomènes de stress hydrique, ce qu'on a vu l'année dernière, en 2022, lors des étés particulièrement secs, il y a des retards de maturation, la plante bloquant sa maturité. Mais malgré ces autres biais, on peut quand même estimer que 75 à 80% pour ce qui concerne en tout cas les bandes vendanges en Bourgogne, de la variation annuelle des bandes vendanges s'explique par la variation annuelle de la température moyenne d'avril à août. Donc ça, c'est un résultat qu'on a obtenu en mettant en corrélation la série de bandes vendanges de Beaune avec la série de températures parisiennes de l'Observatoire de Paris, donc où les mesures instrumentales ont commencé en 1658, et de 1658 à 2019, eh bien, la corrélation entre les deux séries se monte à 0,76, ce qui est un excellent résultat et qui montre la validité climatique des bandes vendanges bourguignons et beaunois en l'occurrence. Alors, si on a retenu pendant des siècles cette méthode, elle s'applique évidemment pas qu'à la vigne. Toutes les plantes adaptées, enfin toutes les plantes dans les climats tempérés réagissent de cette façon-là au climat. Mais si on a retenu pendant des siècles les bandes vendanges, et si les bandes vendanges sont donc hissées parmi, si vous voulez, ce qu'on appelle les proxydata naturels, c'est-à-dire les indicateurs environnementaux qui permettent de retracer l'évolution du climat, vous en connaissez d'autres, l'évolution des glaciers, l'évolution de la croissance des cernes des arbres, ce qu'on appelle la dendrologie. Si les bandes vendanges sont devenues aussi célèbres dans toute cette parmi ces proxydata, c'est parce qu'on a retenu pendant des siècles leur date d'ouverture, et c'est la richesse des archives viticoles qui fait que tout cela existe. Alors, ce qu'il faut peut-être d'abord, c'est se poser la question de ce qu'est un banc de vendange précisément. Donc, un banc de vendange, c'est un droit seigneurial à l'origine que les autorités urbaines ont récupéré dans leur charte d'affranchissement au XIIe et au XIIIe siècle et qui leur permet de fixer une date légale d'ouverture des vendanges sur le territoire de leur juridiction. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une ville comme Dijon ou dans une ville comme Beaune, à la fin du Moyen-Âge et pendant l'Ancien Régime, l'ouverture des vendanges, ça signifie que des milliers d'ouvriers arrivent
vers la ville, des ouvriers qui ont terminé les travaux de moisson dans l'arrière-pays et qui viennent chercher un complément de salaire pendant les quelques jours de vendange. Et donc, cette foule d'ouvriers qui arrivent, eh bien, il faut la gérer. Et les bancs de vendange, dans ce contexte, qui est valable pour tout le 14e jusqu'au 18e et même encore une partie du 19e, eh bien, les bancs de vendange, c'est d'abord un outil de régulation sociale qui va permettre de gérer toute cette foule. Très souvent, dans une ville comme Dijon, on ouvre les vendanges par secteur sur le territoire de la ville, donc le territoire qu'on appelle la banlieue, hein, tout ça vient de là. Et si vous voulez, on découpe comme des tranches de camembert le territoire de la banlieue et on ouvre un banc tel jour, on envoie tous les ouvriers sur ce secteur-là. Le deuxième jour, on ouvre un deuxième banc et on envoie les ouvriers sur ce deuxième banc, etc., jusqu'à finir les vendanges. Et ça peut durer pendant 15 jours en général. Alors, la prérogative du banc, c'est un outil de régulation sociale, mais c'est aussi un privilège, puisque les personnes privilégiées, les institutions privilégiées sont exemptes du banc de vendange, c'est-à-dire qu'elles peuvent vendanger selon leur choix. La plupart du temps, sous l'Ancien Régime, les institutions qui sont exemptes du banc, eh bien, en profitent pour vendanger 1 à 2 journées avant l'ouverture officielle du banc, parce que ça leur permet de profiter de toute cette main-d'œuvre qui est sur place sans grande concurrence et donc d'obtenir souvent des coûts de main-d'œuvre un petit peu plus légers. Certaines institutions, mais c'est plus rare, vont chercher des maturités plus importantes, enfin des maturités qui les intéressent si elles veulent faire de la qualité. Mais enfin, en général, à la fin du Moyen-Âge et pendant l'Ancien Régime, on a assez peu d'informations sur cette recherche qualitative. C'est plutôt le côté quantitatif qui intéresse les propriétaires viticoles. Donc, les bancs de vendange, c'est quand même un droit qui était très important pour les autorités et il ne faudrait pas croire qu'en termes d'enregistrement archivistique, un banc de vendange, ça se limite à une signature dans un registre de délibération municipale. C'est un document qui prend beaucoup de place. Je vous donne ici en bas de votre image un exemple qui concerne l'ouverture des bancs de vendange à Dijon en 1573. Vous voyez, ça prend plusieurs pages du registre de délibération parce que autour de ce droit important, eh bien, il y avait un aspect cérémoniel qui lui aussi était extrêmement important. Grosso modo, à Dijon comme à Beaune, les autorités municipales utilisent le banc de vendange pour affirmer leur pouvoir sur la juridiction. Et donc, elles organisent tout un cérémoniel. Le matin de l'ouverture des bancs, le corps échevinal assiste déjà à une grande messe. Puis ensuite, il se déplace sur la place de la ville où se trouvent rassemblés les ouvriers, la place de la ville qui est décorée pour l'occasion, avec toute la troupe qui est aussi habillée pour l'occasion. Là, il y a la déclaration officielle du banc. Et puis ensuite, donc là, on est assez tôt le matin, et puis ensuite, le corps échevinal part avec la troupe dans les différentes communautés de la banlieue de Dijon ou de la banlieue de Beaune, selon où on se trouve, où ils sont reçus par les représentants de ces communautés, là aussi avec à chaque fois un rituel particulier. Alors, on va les recevoir avec un banquet, on va les recevoir sur la place de l'église, et les représentants de ces communautés en profitent pour confirmer le pouvoir de juridiction des échevins des grandes villes sur leur territoire, et puis les échevins en profitent pour rendre la justice sur les différentes affaires. Donc, vous voyez qu'il y a tout un aspect vraiment cérémoniel autour des bancs de vendange qui explique pourquoi on a aussi cet enregistrement archivistique aussi important qu'on n'a pas sur les bancs de moisson, par exemple, qui ont aussi existé, mais qui ne donnaient pas lieu à un tel aspect rituel, si vous voulez. Alors, les bancs de vendange, si on fait une histoire rapide, ils perdent évidemment leur statut de privilège après la Révolution et particulièrement après le décret sur les biens et usages ruraux de 1791. Ils demeurent au XIXe siècle comme un droit de police locale à disposition des autorités municipales qui en disposent ou non. Alors, on a de la chance à Beaune, les autorités ont continué à en disposer et à déclarer un banc de vendange, mais ce n'est par exemple pas le cas à Dijon.
Et puis progressivement, c'est un droit qui perd de sa valeur coercitive, en tout cas, et surtout après les années 1950, ça se transforme en prérogative préfectorale qui tend à disparaître progressivement et qui disparaît définitivement en 2008. Au profit évidemment du développement de la liberté individuelle d'entreprendre qui fait que la profession, à partir du 19e siècle, a beaucoup contesté l'utilisation des bandes vendanges par les autorités qui allaient à l'encontre de leurs pratiques. Donc, en tant que telle, l'exploitation proprement des bandes vendanges comme indicateur phénologique et comme indicateur climatique est assez ancienne d'un point de vue scientifique. On peut même dire que cette utilisation, elle est aussi ancienne que la science climatologique, c'est-à-dire que les premières séries de bandes vendanges constituées remontent au XVIIIe siècle. C'est Duhamel du Monceau, qui est considéré comme le premier à l'avoir fait dans son domaine viticole de Denainvilliers, pour la période qui va de 1740 à 1780. Et Duhamel du Monceau, il cherchait, dans l'esprit agronomique de l'époque, à comprendre un petit peu mieux l'adaptation de la vigne aux évolutions du climat. Pour ce qui concerne les données bourguignonnes, la richesse des archives de Dijon pour constituer une série très longue, elle a été assez vite repérée. Et c'est un géomètre du nom de Étienne Noireau, un géomètre dijonnais, qui est le premier en 1836 à reconstituer cette série de bandes vendanges à partir des registres de délibération de la ville. Donc, pour la période qui va de 1385 à 1836. Et il publie toutes ces données dans le numéro du cultivateur de août 1836. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Étienne Noireau, il écrit cet article à une époque de péjoration du petit âge glaciaire, donc une époque où les températures avaient plutôt tendance à être basses. Les glaciers alpins sont à leur extension maximum. Et lui, ce qu'il remarque, c'est que les bandes vendanges ont tendance à être de plus en plus tardifs, et non pas précoces, comme vous allez voir évidemment ce qu'on observe maintenant. Et il prédit que la viticulture, à partir de cette observation, ne serait plus guère possible dans les régions septentrionales dans un avenir assez proche et ne serait plus possible au nord d'une ligne qui passe par Toulouse à partir du XXIVe siècle. Donc, c'est ce qu'il va être amené à conclure à partir de cette première analyse. Alors, la série de Noireau, elle est reprise ensuite par Alfred Angot dans un travail qui est fondamental, qui est donc les vendanges en France. C'est un article qui est publié dans les annales du Bureau central météorologique de France en 1883. Alfred Angot, c'est un personnage très important qui est le directeur du Bureau météorologique de Paris et qui fait avec ce travail ce qui est considéré comme le premier travail d'analyse systématique des bandes vendanges dans une visée climatique. Il réunit 606 séries différentes de bandes vendanges qui, pour la plupart, remontent uniquement au XVIIIe siècle. Et à l'intérieur de toutes ces séries, la série dijonnaise s'isole largement des autres puisqu'elle remonte au XIVe siècle. Alors, Alfred Angot, il pose lui aussi une conclusion climatique à partir de ces données. Il se situe lui aussi, un peu comme Étienne Noireau, dans ce débat qui a eu cours au cours du XIXe siècle sur la question de la détérioration climatique. On parlait de la péjoration du petit âge glaciaire. Les gens avaient l'impression que le climat se refroidissait de plus en plus. Et Angot, il utilise les bandes vendanges pour montrer que leur variation se fait finalement autour d'un seuil relativement stable sur les 6 siècles d'observation qu'il a à sa disposition. Et donc, il va conclure que le climat est plutôt une donnée fixe et non pas une donnée variable, ce qui a beaucoup changé depuis lors, mais il établit comme ça une doctrine scientifique qui est la doctrine scientifique la plus utilisée à ce moment-là, de la fixité du climat à partir des bandes vendanges. Les données d'Alfred Angot, elles sont ensuite évidemment transmises aux historiens par le travail d'Emmanuel Leroy-Ladurie qui les utilise quand il commence son histoire du climat à partir de la fin des années 50 et surtout dans le livre qu'il publie à partir de 1967. Il utilise les données d'Angot et il rend très célèbre du coup la série de bandes vendanges de Dijon, dont il fait une des ossatures de son travail, avec l'évolution de la mer de glace, avec l'évolution du glacier d'Aletsch. Et tout cela contribue à faire connaître cette série aux historiens et aux historiens du climat en particulier.
Ces travaux aboutissent progressivement à la constitution d'une série bourguignonne qui couvre la période 1370-2004 et qui a fait l'objet d'un article en 2004 dans la revue Nature. Un article qui est l'un des premiers à utiliser les bandes vendanges pour reconstituer précisément des données thermométriques pour les périodes pré-instrumentales, c'est-à-dire les périodes où on n'a pas de mesure avec le thermomètre. Et c'est là que j'interviens moi dans cette histoire, puisque Emmanuel Leroy-Ladurie a toujours eu l'intuition que les données d'Alfred Hugo n'étaient pas valides, suffisamment valides, en tout cas suffisamment précises par rapport à ce qu'il fallait faire. Et donc, il m'a sollicité, avec mon collègue Fabien Gaveau, à revenir dans les archives originales de la ville de Dijon. Et là, il faut vraiment rendre hommage à sa rigueur scientifique, puisqu'il a induit cette révision d'une série de données qu'il avait pourtant beaucoup utilisées dans ses propres travaux. Et force est de constater bien, que son intuition était bonne, puisque en comparant les archives originales de Dijon avec les données qui avaient été fournies par Angot et qui étaient utilisées jusque-là par les spécialistes du climat, bien, on a trouvé 132 divergences sur à peu près 600 années de données, ce qui correspond quand même à pas mal de divergences. Alors, ce sont des divergences qui, la plupart du temps, concernent 1 ou 2 jours, ce qui n'est pas extrêmement grave, mais qui parfois peuvent concerner jusqu'à 10 ou 20 jours en cas de faute de frappe, tout simplement, de l'imprimeur, certaines fois. Ce qui pose un problème dans les analyses actuelles qui tendent à reconstituer les températures à partir des bandes vendanges, parce qu'on considère qu'un écart de 10 jours entre un banc et un autre banc eh bien, correspond à un écart d'1 degré de température. Donc, si on veut reconstituer des séries de températures précises, il y a tout intérêt à avoir les données les plus fiables et les plus finement critiquées. Donc, on est retourné dans les archives à Dijon et puis, en faisant ce travail, bien, on s'est rendu compte que il n'y avait plus de bandes vendanges de déclarées à Dijon à partir du début du XXe siècle parce que le vignoble avait disparu à Dijon au profit de l'urbanisation et la viticulture de qualité avec. Donc, on a réfléchi un petit peu à la question et on s'est donc décidé à se pencher sur une autre station, qui est évidemment la station de Beaune, où là, le vignoble existe toujours, avec dans l'idée de pouvoir, de cette façon, eh bien, comparer de la manière la plus rigoureuse possible les données anciennes avec les données les plus récentes, puisque ce qui se faisait jusque-là, avant la constitution de la série de Beaune, c'est qu'on comparait les données dijonnaises pour les données anciennes avec les données beaunoises pour les années récentes. Or, il y a quand même un gradient d'une quarantaine de kilomètres nord-sud entre les deux villes qui joue au niveau de la maturité du raisin. Donc, on est allé dans les archives de la ville de Beaune et ça nous a amené c'est le deuxième point que je voulais vous présenter, à faire une véritable enquête dans les archives de la ville, que je vais vous présenter assez brièvement, mais juste pour vous montrer comment la constitution d'une série comme celle-ci eh bien, nécessite un agrégat de différentes sources. Et il ne faut pas se décourager si on n'a pas à disposition un trésor archivistique comme celui de la ville de Dijon, avec une continuité des registres de délibération municipale qui permettent de suivre jusqu'au milieu du Moyen-Âge. À Beaune, les délibérations municipales n'existent presque pas avant le XVIIIe siècle, donc il a fallu contourner, mais on peut contourner et puis obtenir des séries longues. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'on a utilisé des archives comptables jusqu'en 1507, précisément les archives de la collégiale Notre-Dame de Beaune, qui est l'église principale de la ville et qui possédait un domaine viticole important. Donc, dans les archives comptables, on a les travaux engagés dans les vignes et donc les travaux de vendange et donc les journées précises où les ouvriers sont envoyés dans les vignes. Ces archives comptables, elles s'arrêtent en 1507, donc il a fallu passer à un autre type d'archives, et là on a étudié les registres de délibération capitulaire. Alors là, c'est intéressant puisque
la date qu'on retient, c'est la date à laquelle les chanoines sont libérés de leurs activités normales pour aller surveiller les vendanges dans les vignes. Donc ça, on peut suivre cette date année après année. Et puis à partir de 1700, là, on a pu utiliser les registres de délibération municipale jusqu'en 1966. Et pour les époques les plus récentes, eh bien curieusement, et c'est quelque chose qui nous a un peu étonné, les archives officielles, enfin les données officielles ne sont pas les plus fiables pour reconstituer le climat, tout simplement parce que la préfecture avait tendance à déclarer des bans excessivement précoces afin d'éviter toute demande de dérogation des vignerons, éviter la paperasse tout simplement. Donc, il s'est avéré que le plus intéressant, c'était de se tourner vers la presse locale, dans laquelle on trouve toujours un article sur les premiers coups de sécateur des vignerons beaunois dans leurs vignobles. Et donc, c'est ce qu'on a fait pour la deuxième partie du XXIe siècle jusqu'à maintenant. Alors, une fois qu'on a rassemblé toutes ces données, ce qui prend du temps, eh bien, on peut enfin analyser, si vous voulez, faire une analyse climatique de tout cela. Et c'est ce que je vais essayer de faire pendant les quelques minutes qui restent. Alors, on peut d'abord, à partir de ces données, réfléchir en termes de moyenne, réfléchir sur le temps long. Et ce qu'on observe à ce niveau, c'est que statistiquement, on peut distinguer deux morceaux dans la série, deux périodes. Une première période qui va de 1354 à 1987, une première longue période, et une deuxième qui va de 1988 à nos jours. Alors, c'est intéressant parce que 1988, c'est la date sur laquelle les scientifiques s'accordent traditionnellement pour faire démarrer la phase rapide de réchauffement qu'on connaît, de réchauffement climatique qu'on connaît à l'heure actuelle. Or, on trouve tout à fait cette césure sur la série de bandes vendanges de bleu. Ce qui se passe, c'est que pendant la période qui va de 1354 à 1987, la date moyenne de vendange, elle s'établit au 28 septembre. Et si on lisse les données sur des fenêtres mobiles de 20 ans, on aime bien faire des manipulations statistiques, eh bien on s'aperçoit que la variation annuelle des bancs, elle a lieu dans un seuil de plus ou moins 9 jours autour de la moyenne, d'accord, d'une année sur l'autre. Donc on a une distribution, si vous voulez, assez équilibrée des données autour de la moyenne à plus ou moins 9 jours. Et en termes de reconstitution de température, donc ça c'est le travail qui a été fait par les collègues de l'Université de Berne, eh bien ça se traduit par une variation naturelle de l'ordre de 1 degré, c'est-à-dire moins 0,5 ou plus 0,5 autour de la moyenne de 1354 jusqu'en 1987, pardon, donc ce qu'on peut considérer comme un seuil de variation naturelle du climat, si on considère les choses sous cet angle-là. Ce profil, il change radicalement à partir de 1988. À partir de là, la date moyenne des vendanges, elle s'établit non plus au 28 septembre, mais au 15 septembre. Donc, on a une précocité moyenne de plus de 13 jours qui commence à s'installer par rapport à ce qui avait toujours existé depuis 7 siècles. Ce qui fait que si on intègre ces 2 dernières décennies dans l'analyse complète de la série, eh bien, on va obtenir une distribution anormale des données, cette fois-ci, les bancs de vendange variant entre moins 15 jours ou plus 9 jours autour de la moyenne. Donc, ça pose un problème. Et en termes de température, eh bien, ça signifie, lorsqu'on regarde la reconstitution, que le seuil de variabilité naturelle du climat, qui était de l'ordre de 1 degré, donc je vous rappelle, moins 0,5 ou plus 0,5 autour de la moyenne, eh bien, il est dépassé et il s'établit à entre 1,25 et 1,5 degrés. Donc, on sort du seuil de variabilité historique, on va dire, du climat, ce qui est une confirmation de ce que bien d'autres analyses climatologiques ont montré auparavant, évidemment, comme vous le savez. Mais en tout cas, du point de vue des bancs de vendange, ça montre qu'il y a dans les 2 dernières décennies, une modification assez évidente du régime de maturité du raisin en Bourgogne, et c'est une information importante. Alors ensuite, on peut réfléchir en termes d'extrêmes, et c'est quelque chose
c'est une perspective que les historiens du climat ont tendance à beaucoup développer en ce moment, beaucoup plus que les réflexions en termes de moyenne. Et en termes d'extrême, on peut obtenir d'autres informations. Alors, sur ce graphique, j'ai représenté avec les points rouges les 5% de dates les plus précoces de la série, et en bleu, j'ai mis en évidence les 5% de dates les plus tardives de la série. Donc, ce que j'appelle, si vous voulez, les années extrêmes. Alors, vous voyez bien à la droite de votre écran les millésimes très précoces de ces dernières années. Je reviendrai dessus tout à l'heure. On voit aussi se dégager des périodes extrêmement froides qui correspondent particulièrement bien aux périodes de péjoration du petit âge glaciaire qui ont été mises en évidence par les historiens du climat. Donc, vous voyez un paquet de vendanges extrêmement tardives à la fin du XVIe siècle. Vous voyez aussi un paquet de vendanges très tardives dans les années 1810-1820. Et ce sont des années qui s'expliquent par une variation naturelle du climat, la plupart du temps liée à des périodes d'activité volcanique assez fortes, avec des projections d'aérosols dans l'atmosphère qui peuvent modifier le climat à l'échelle hémisphérique pendant 1, 2, voire maintenant, on sait, 3-4 ans après l'éruption. Et là, vous remarquez particulièrement bien en 1816 la date de vendange la plus tardive de toute la série, qui correspond à ce qu'on appelle l'année sans été, qui a fait suite à l'éruption du volcan Tambora en Indonésie en 1815. Et 1816, c'est la dernière famine climatique européenne connue. Donc, les vendanges ont été ouvertes à Beaune à cette année-là. Alors, c'est tout à fait exceptionnel, mais à la toute fin du mois d'octobre, au début du mois de novembre, ce qui est évidemment tout à fait exceptionnel. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi se dégager des millésimes particulièrement chauds dans la période historique. Par exemple, 1556, qui est la deuxième date la plus précoce de toute la série. Les vendanges ont été ouvertes sur le territoire de Beaune le 15 août. Donc, ça rappelle des événements qui ont tendance à se multiplier ces dernières années, mais on en trouve quelques-uns dans la période historique. Alors, 1556, c'est une année qu'on connaît assez bien à travers d'autres sources. On sait que c'est une année qui a été extrêmement chaude, qui a été accompagnée d'une sécheresse assez importante du mois de septembre du mois de mars, excusez-moi, jusqu'au mois de septembre. Et ces conditions, particulièrement les conditions printanières de 1556 exceptionnelles, ont enclenché une précocité du cycle végétatif de la vigne tout à fait remarquable, c'est-à-dire qu'on sait que le pinot, puisque en Bourgogne, évidemment, on vendange essentiellement du pinot, a fleuri dès le 25 avril, cette année-là, d'accord, ce qui signifie une avance de 3 semaines de la végétation par rapport à une année normale. Et donc, évidemment, les vendanges ont été d'autant plus précoces cette année-là, puisqu'il n'y a pas eu d'ailleurs de phénomène de stress hydrique, car il y a eu quelques pluies, si vous voulez, pendant la période. Alors qu'on voit bien en 1540 un phénomène de stress hydrique, puisque 1540 est connu comme un été qui est tout à fait similaire à l'été 2003. Les différentes études ont montré qu'en termes d'extension et d'intensité, c'est un millésime qui peut être comparé à la canicule de 2003, mais en 1540, la sécheresse a été telle que la vendange n'a pas été aussi précoce que ce qu'on aurait pu attendre. Mais donc, pour continuer sur l'analyse des extrêmes, ce qui est intéressant, c'est d'étudier la distribution de la fréquence de ces extrêmes chauds. Je vais rester sur les millésimes particulièrement précoces. Et là, on peut distinguer 3 périodes assez différentes les unes des autres. Alors, une première période qui va de 1354 à 1719 et qui se caractérise par une relative fréquence des millésimes chauds, c'est-à-dire qu'on compte un extrême statistiquement tous les 17 ans. Il y a une deuxième période qui est beaucoup plus stable,
qui va de 1720 jusqu'en 1987 et qui compte un extrême tous les 53 ans. Alors, c'est la stabilité de cette période-là, qui correspond d'ailleurs à la croissance agricole moderne, hein, elle a été mise en évidence assez récemment par les historiens du climat. Il se trouve qu'entre le XVIIIe siècle et la moitié du XXe siècle, eh bien, le climat s'est avéré être relativement stable et exempt de ces répétitions de millésimes extraordinaires telles qu'on a pu en voir dans la période prémoderne et telles qu'il commence à revenir il commence à revenir maintenant. Et donc, les historiens montrent qu'il y a une accélération de la variabilité du climat qui commence à se faire jour à l'heure actuelle, puisque la dernière période, qui est la plus intéressante, qui va de 1988 à maintenant, eh bien, montre une fréquence des extrêmes chauds extrêmement haute, où on compte un millésime statistiquement exceptionnel tous les 5 ans, ce qui signifie que à l'orée de ces 700 ans de vendange, eh bien, dans les 2 dernières décennies, on peut dire que l'exceptionnel est devenu la norme, et ça, c'est un élément important que montre cette série de données. Alors, pour conclure rapidement, je vais seulement souligner un point et puis essayer de délivrer un message. D'abord, souligner qu'il reste un travail important d'exploration des sources à effectuer en termes de bancs de vendange, parce que même si la discipline peut sembler une discipline relativement ancienne et relativement bien connue, en réalité, en termes de recherche de sources originales, eh bien, la recherche est quand même largement au point mort depuis des décennies. Les climatologues travaillent sur des données qui, la plupart du temps, sont des données anciennes et qui ne sont pas toujours extrêmement fiables, comme vous avez pu le voir. Et j'en profite ici pour faire un appel du pied aux historiens bordelais, qui sont peut-être ici, pour lancer peut-être une recherche sur une série de bancs de vendange propres à la région, sachant qu'il n'existe pas dans la littérature en ce moment de série de bancs de vendange qui concernerait un vignoble méridional, dont on pourrait comparer les données avec les séries qui ont été constituées récemment pour les vignobles septentrionaux, donc en Bourgogne, où je vous ai montré tout à l'heure, en Suisse, on a des séries qui remontent maintenant jusqu'à la fin du XVe siècle, ou en République tchèque. Donc, il y a certainement ici un travail à faire pour un grand vignoble septentrional. Et ensuite, au niveau du message que fournit cette série, eh bien, c'est je crois qu'il est important de souligner qu'elle permet de réfléchir, c'est ce que j'ai essayé de faire à la fin sur les extrêmes, en termes d'intensité et en termes de fréquence des extrêmes. La réflexion en termes d'intensité, qui a été pendant un temps une méthode utilisée par les historiens du climat, ouvre souvent la porte à des réflexions sceptiques, puisque lorsqu'on explique qu'il y a eu des extrêmes aussi forts que ceux qu'on voit à l'heure actuelle dans la période historique, ça permet à certains, évidemment, de relativiser l'impact du réchauffement climatique. Ce que met en évidence cette série, c'est que l'intensité des événements anciens pouvait être forte, mais en revanche, leur fréquence n'avait rien à voir avec ce que l'on observe à l'heure actuelle, où évidemment, comme j'ai essayé de vous le montrer, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui était de l'ordre statistiquement de l'exceptionnel pendant 700 ans est devenu de l'ordre de la norme depuis seulement une vingtaine d'années, et cela est très visible à travers l'évolution des bancs de vendange. Et je terminerai sur ce point en vous remerciant de votre attention. Merci beaucoup, cher Thomas, pour cette présentation extrêmement intéressante. Et effectivement, je confirme qu'il n'y a pas eu à Bordeaux de recherche sur les bancs de vendange ni de séries établies, et les sources de toute façon
pour le faire sont pas forcément… Alors peut-être que Sandrine Lavaux, qui a travaillé plus sur la période médiévale, en dirait plus et mieux que moi, mais en tout cas pour l'époque moderne, on est un peu démunis pour avoir le même type de source parce que les bancs sont plutôt seigneuriaux et du coup pour réussir à avoir cette documentation, bah, c'est pas évident parce qu'à part les livres de raison, il n'y a pas forcément toujours trace d'une date qui serait enregistrée de la même manière que pour les villes, en fait. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément aussi spectaculaire que ce que vous avez en Bourgogne. Alors, il y a plusieurs questions qui sont apparues dans le module. Une première question qui a été posée finalement à plusieurs reprises, sous des formes différentes, c'est la place des choix culturaux, humains, sociaux, la volonté de produire tel type de vin ou tel autre dans la décision du banc de vendange. En gros, le climat est-il la seule variable de définition de cette date dont tu as montré les fluctuations, mais voilà, qu'en est-il des normes de production, des recherches qualitatives? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce point? Oui, alors, bah, évidemment, c'est la question fondamentale sur la critique des sources. Bien sûr que le climat n'est pas la seule variable à faire évoluer le vendange. Ce serait trop facile d'avoir un thermomètre qui se transformerait en date de vendange. Après, donc, la question se pose en effet, c'est surtout, je pense, la question qui se pose la plus, c'est sur les choix de culture et surtout sur les choix de production viticole. Il y a eu une grande réflexion chez les historiens pour essayer de déterminer le poids des épidémies, pour essayer de déterminer le poids des guerres, pour essayer de déterminer le poids d'événements politiques sur la variation des vents de vendange. Ce dont on s'aperçoit en réalité, c'est qu'il semblerait que le poids des événements politiques, il existe, mais ce n'est pas le plus important. Il peut y avoir une épidémie, il peut y avoir une guerre, on ouvre toujours un banc de vendange. Ça, c'est une continuité. On n'a pas d'année pendant laquelle les autorités, si je crois une fois, en 1740, les autorités de Dijon, non, en 1709, pardon, ce qui fait suite au grand gel des vignes, évidemment, les autorités de Dijon ont décidé de ne pas ouvrir de bancs et de laisser libre cours aux vignerons à faire ce qu'ils voulaient et surtout ce qu'ils pouvaient. Mais donc, en général, voilà, les bancs sont toujours ouverts. Par contre, se pose évidemment la question de l'évolution du goût et de l'évolution du vin qu'on veut obtenir. En Bourgogne, la grande question, enfin la grande évolution, elle a lieu particulièrement au début du XVIIIe siècle, avec, comme en Bordelais, la naissance des grands vins, et donc la recherche de vins qui sont des vins plus de garde et des vins qui demandent un raisin un petit peu plus sucré. Alors, ce qu'on a observé, c'est qu'en effet, à partir de 1718-1719, on trouve une rupture statistique, c'est-à-dire on voit un retard des vendanges qui semble très artificiel de 8 jours. On a mis au compte de cette évolution fondamentale, puisqu'on passe vraiment du vin prémoderne au vin moderne, c'est vraiment une évolution absolument majeure de l'histoire viticole sur beaucoup de siècles. Stéphanie, vous en savez beaucoup de choses sur cette question-là. Et donc, cette rupture statistique, on l'a pris en compte en retirant artificiellement 8 jours, en réalité. Donc, ce qui a permis de recalibrer la période qui succède la période post-18e siècle avec la période pré-18e siècle. Donc, on prend en compte cet aspect des choses pour la recalibrer ensuite statistiquement. Alors, évidemment, c'est une manipulation un petit peu artificielle des données, mais qui permet d'éviter tout cela. Après, ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que les informations sur des recherches sur la qualité du vin, on en a assez peu à partir des données sur les grandes vendanges, puisque ce qui intéresse quand même les autorités jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est quand même d'assurer la quantité, largement beaucoup plus que d'assurer la qualité. On a quelques petites informations qui montreraient quand même
à partir du début du XVIIe que les autorités prennent en compte la recherche d'une certaine qualité du vin. On voit apparaître dans les années 1600 à Dijon des initiatives de la part des échevins qui retardent parfois le banc des vendanges en disant la semaine prochaine, la lune va être dans son bon cycle, donc ça va favoriser la maturité le potentiel de garde du vin, etc., etc. Et donc, on a des petites mentions comme ça, mais c'est quand même extrêmement rare. On sent bien que la plupart du temps, c'est plutôt la quantité qui les intéresse. D'accord. Oui, merci pour cette réponse précise et puis bien argumentée. Et du coup, ça permet d'évoquer, vu que tu dis là qu'il est bien sûr question de plusieurs qualités de vin entre le vin courant et puis après ceux qui peuvent être produits par tel ou tel type de producteur. Et qu'en est-il, c'est une question qui apparaît là, des bancs de vendange pour la vendange rouge et la vendange blanche? Est-ce qu'on a une uniformité des pratiques ou est-ce qu'on a un décalage en lien avec cela ou est-ce que les sources ne permettent pas de le dire? Pour ma part, je sais que par exemple en Médoc, jusqu'au début du 19e, on vendangeait en même temps, parfois on mélangeait et parfois on disait même qu'on vendangeait le matin le blanc parce que bon, il y avait de la rosée et puis quand la rosée s'était dissipée, on vendangeait le rouge et qu'il n'y avait pas de différence majeure dans les pratiques. Qu'est-ce que tu as pu observer en Bourgogne par rapport à ces différences éventuelles entre blanc et rouge? Alors, sur cet aspect-là des choses, on n'a pas d'informations. Hein. Les, les comptes, donc les comptabilités médiévales sur lesquelles on a travaillé ne distinguent pas une vendange de blanc d'une vendange de rouge. Donc, voilà, on est parti du postulat qu'il s'agissait, sachant que la production bourguignonne est quand même historiquement essentiellement du rouge, même si maintenant on produit plus de blanc que de rouge. Enfin, à l'époque, on produisait plus de rouge. Donc, on est parti de l'idée que c'était quand même plutôt des vendanges de rouge qui étaient renseignées, même si on n'a pas d'informations. Les registres de délibération municipale n'en parlent pas non plus. N'édicte pas deux bancs qui seraient différents selon les cépages. Donc, c'est une information qu'on n'a pas. Nous, on est parti du postulat qu'il s'agissait essentiellement de vin rouge. Et ce qu'on a essayé de faire pour la deuxième moitié du XXe siècle, où là, on pourrait avoir beaucoup plus d'informations, eh bien, c'est de raccorder les vendanges spécifiques de rouge à l'ensemble des données. C'est-à-dire que ce que j'essaie de vous expliquer, le ban décrété par la préfecture dans la deuxième moitié du XXe siècle, il est extrêmement précoce parce que il inclut les vendanges de crémant, qui sont toujours vendangées avant les vendanges de rouge, parce qu'ils essayent aussi d'éviter toutes les dérogations. Et donc, ce qui nous intéressait, c'est d'aller rechercher dans la presse locale les premiers coups de sécateurs dans les crus villages, premiers crus à Beaune, plutôt de vin rouge. Mais pour le reste de l'époque, on a assez peu d'informations sur la couleur et d'ailleurs également sur les cépages. Hein, parce que, bon, en Bourgogne, on pense toujours au pinot, mais en réalité, bon, déjà, le pinot n'est pas le cépage majoritaire avant les années 1970 et il est très probable que on ne sait pas si dans les archives de Beaune au XVe siècle, on nous parle de vendange de pinot ou de vendange de gamay ou de vendange de tout à la fois ou de vendange encore d'autres cépages parce qu'il existait des dizaines de cépages différents. Donc cet élément-là, on ne l'a pas. L'avantage des bancs de vendange, c'est que c'est une date qui concerne des milliers de cèpes et donc ça lisse aussi quand même tous ces biais statistiques qui existent. Mais voilà, comme c'est des milliers d'individus de cèpes de vigne, on peut considérer que ça lisse un petit peu. Oui, effectivement, oui, je comprends très bien. Mais il reste des inconnus, bien sûr. Oui, et puis cette question des cépages, de toute façon, on a du mal à la percer à jour de manière parfaite. On a des informations, mais effectivement, il y a une telle diversité ampélographique dans les vignobles médiévaux et modernes qu'on n'imagine pas forcément aujourd'hui d'ailleurs
Donc, ça, c'est sûr. Alors, justement, tu as ici évoqué avec beaucoup de soin et c'était extrêmement intéressant toute la méthodologie qui est la tienne et comment est-ce qu'on peut arriver à des résultats. J'ai eu quelques questions de cet ordre-là, c'est-à-dire d'ordre méthodologique. Une première question qui est en lien avec ce que tu as dit sur la référence des températures posée par, oui, la référence de l'Observatoire de Paris dans les températures. Est-ce que c'est quelque chose qui est, comme tu l'as dit tout à l'heure, un peu adapté à la perspective dijonnaise ou est-ce que vous avez simplement utilisé les températures faites par l'Observatoire de Paris? Donc ça, c'est une première question un peu de type méthodologique, évidemment. Et une deuxième, qui est différente. Est-ce qu'on a pu faire un historique avec les pH et les rendements en parallèle de cette chronologie climatique? Voilà. Et dernière question méthodologique encore un peu différente, pour laquelle, pour le coup, j'ai moi aussi une petite idée, c'est le lien envisageable entre le prix du vin et le climat. Alexandre Ponce, qui est notre conférencier de la semaine prochaine d'ailleurs, qui s'est interrogé sur ça. Donc après, tu réponds aussi à comme tu veux. Enfin voilà, c'est plusieurs questions. Tu peux aussi un peu choisir. Non, mais c'est 3 questions qui sont extrêmement intéressantes et je vais essayer de répondre aux 3 dans l'ordre. Sur la question de l'usage des températures de l'Observatoire de Paris, on a utilisé telles quelles ces températures. La série de Paris, elle a l'avantage d'être la plus longue du monde. Nous, on remonte jusqu'en 1658. À Londres, ils remontent que jusqu'en 1659. Donc, c'est nous qui gagnons. Mais surtout, l'avantage, c'est que Paris, évidemment, est une ville assez proche climatiquement enfin, se situe dans la même zone climatique que la Bourgogne, donc ça rendait tout à fait valable la comparaison des deux séries. Donc là, pas de travail spécifique sur les données, on a fait juste une comparaison. Une comparaison qui a été faite par Daniel Rousseau, qui a reconstitué cette série de Paris et qui a participé à l'article. Sur la question des liens entre rendement et climat, entre prix et climat, ça, c'est des questions de recherche actuelles, évidemment, qui intéressent beaucoup, qui, pour l'instant, à ma connaissance, je ne connais pas de série longue de rendement de la vigne parce que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à reconstituer. Hein. Là, il faudrait trouver, pour le coup, ça demanderait de trouver quelques vignobles spécifiques qu'on pourrait suivre sur des périodes très longues en étant absolument assuré qu'il n'y ait pas trop de changements de surface de ces vignobles. Enfin, il y aurait beaucoup de paramètres qui rentreraient en compte. Malgré tout, moi, je ne désespère pas qu'un jour, ça puisse être fait. Mais ce que les différentes corrélations qui ont été tentées sur cette question montrent que je le dis de tête, hein, je crois, mais le rendement est surtout déterminé par les températures de l'été, à proprement parler, de juillet et de août, moins par les températures du printemps, comme ça peut être le cas pour les bancs de vendange. Et pour ce qui concernerait un autre type d'indicateur qui serait la qualité du vin, là, ce sont surtout les températures d'août qui rentreraient en jeu, ou plutôt, plus précisément, les températures qui précèdent la récolte. Alors, si la récolte a lieu fin septembre, ça va être plutôt les températures de septembre. Mais il y a comme ça un travail qui est fait pour essayer de déterminer, en fait, quelle est la valeur d'indicateur climatique des différents, de ce qu'on appelle les proxys naturels. Pour ce qui concerne le prix, là encore, c'est un travail qui reste à faire, qui est beaucoup plus envisageable pour le coup, puisque des séries de prix, on en a. Hein. Par exemple, à Dijon, on a une série de prix du vin qui remonte jusqu'au milieu du XVIe siècle. Le lien qui existe dans ce cas-là
bon, le prix du vin va évoluer essentiellement en fonction, non pas de la qualité du millésime hein, dans les périodes historiques, mais en fonction de la quantité. Donc, on peut avoir un lien très clair avec le climat. Hein. Un grand gel va provoquer des rendements extrêmement faibles et donc va faire augmenter les prix. Ou inversement, les très beaux millésimes vont donner des années particulièrement chaudes et opulentes et donc des prix faibles. Après, c'est un indicateur qui, à ma connaissance encore, n'a pas été extrêmement utilisé, les prix hein, comme indicateur climatique. On analyse énormément l'évolution des prix par rapport au climat, mais on ne reconstitue peu le climat à partir des prix. Voilà, la méthode régressive, on la pratique un petit peu moins parce qu'il y a quand même dans la question de la formation des prix beaucoup d'autres éléments qui rentrent en compte, la demande, le marché, ce qui complique quand même et qui brouille largement le message, même si on sent bien à chaque fois qu'il y a un lien entre quantité et formation des prix. Je ne t'entends plus, Stéphanie. Oui, j'avais coupé le son. Oui, on a eu à de nombreuses reprises des remerciements pour ta conférence, que c'était de très grande qualité. Et effectivement, c'était très intéressant. Peut-être pour conclure, une toute dernière question qui nous a été posée et puis qui a fait l'objet d'un élément de tes premières diapos. La suppression du banc des vendanges, quelqu'un demande si c'est quelle est ta réflexion sur cette question en 2008. Quelque part, on peut se demander, voilà, ça arrive à la fois tard, peut-être, par rapport à une évolution plus contemporaine, etc. Et en même temps, pourquoi en 2008? Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Voilà, ça peut sembler à la fois ancien, presque un peu archaïque, et finalement, pourquoi l'avoir supprimé? C'est une bonne question de conclusion. Honnêtement, je ne sais pas quelles ont été les décisions, enfin les raisons de cette décision. Nous, tout ce dont on s'est aperçu, c'est que le banc de vendange était devenu une date à peine symbolique, quoi, Ouais. qui n'avait plus vraiment d'importance coercitive. Donc, je suppose que l'un des arguments en faveur de la suppression du banc de vendange, c'est de supprimer une lourdeur administrative supplémentaire, hein, puisque, évidemment, il n'avait plus de valeur coercitive, si tant est que, je crois, les vignerons faisaient des demandes de dérogation pour vendanger avant le banc. Donc, voilà, je pense que l'administration a dû se dire à un moment donné qu'il fallait se débarrasser de cela. Après, il y a peut-être d'autres éléments plus techniques, je ne sais pas, qui nécessiteraient peut-être Oui, oui. Mais du coup, l'analyse. les historiens du futur ne pourront plus utiliser cette information. Malheureusement, non, mais ils auront quand même des informations sur l'ouverture des vendanges par un autre biais. Oui, c'est sûr. En tout Voilà. cas, vraiment un très, très grand merci pour cette conférence très intéressante, très bien présentée, très documentée et en même temps accessible. Donc, vraiment, je pense qu'on a bien commencé le cycle des vendanges en ligne. J'ai mis dans la discussion, pour ceux qui le souhaitent, l'affiche donc des 2 prochaines conférences, et je rappelle que vous pouvez vous inscrire sur le site de l'ISVV pour la conférence d'Étienne Neffling le 24 et puis celle la semaine prochaine d'Alexandre Ponce. Voilà, mais je vous remercie beaucoup. Merci à tous ceux qui ont assisté à notre manifestation et puis surtout merci à Thomas pour ce bon moment d'échange scientifique. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et merci à tous et à toutes de m'avoir écouté. Au revoir. Au revoir.